Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Où va le monde? Un espace qui veut faire entendre différents points de vue afin d'appréhender la complexité des enjeux de notre monde actuel et en devenir. Alors bonjour Ibrahim Afal, merci d'avoir accepté notre invitation pour l'émission Où va le monde? Aujourd'hui on va parler management, on va parler de comment on pense le management, comment on fait le management. Abbott Lawrence Lowell, qui était juriste et président de l'université d'Harvard, disait apparemment que le management est le plus vieux des métiers et la plus récente des professions. Les anglophones parlent donc de management, on entend parfois management à la française. C'est un terme apparemment qui proviendrait de l'ancien français manège et qui proviendrait de l'italien mener son cheval, diriger. Dans les années 50, on le traduisait en France par direction des entreprises, notamment dans le livre de Peter Drucker, puis par gouvernement, et le monde, évidemment, a accepté ce terme qu'on entend un peu partout. Donc pour commencer, je vais te laisser te présenter à nos auditeurs. Merci Maximilien, merci pour cette invitation. Moi, je vais me présenter brièvement. Je suis donc Ibrahim Afal. J'ai un parcours assez large. Donc, j'ai été chercheur en gestion, en management. Donc, j'ai fait un doctorat à l'École des Mines de Paris en management. J'ai travaillé en interne. J'ai travaillé chez Groupama, j'ai travaillé chez Valeo. J'ai travaillé dans le conseil, j'ai été dans un grand cabinet de conseil pendant quelques années. J'ai créé une entreprise il y a quelques années aussi. Et puis aujourd'hui, je suis président d'Hommes et Décisions, qui est un cabinet que j'ai fondé pour essayer de mettre en œuvre mes pensées, voilà, ce à quoi je crois, et essayer d'aider les entreprises à s'arc-bouter un peu plus sur le réel, parce que je fais partie de ceux qui pensent que lorsque quelque chose va mal, c'est parce qu'on a trahi quelque part le réel. Voilà, donc j'ai créé cette entreprise pour faire du conseil, pas du conseil de bon sens, mais du conseil en tout cas qui ne fait pas fi du réel et qui prend à bras le corps les difficultés réelles, le travail réel par rapport au travail prescrit, et qui se veut un conseil extrêmement en phase avec les difficultés du moment, parce qu'aujourd'hui on se rend compte qu'il y a beaucoup de travailleurs qui souffrent, il y a beaucoup d'entreprises qui ont du mal à comprendre pourquoi les choses ne se passent pas comme elles aimeraient qu'elles se passent, et j'espère les aider à voir un peu plus près ce qui se passe, quels sont les vrais problèmes, au-delà des apparences, parce qu'en général, la difficulté des cabinets de conseil classiques, c'est d'avoir accès au réel. Voilà, parce qu'on a des outils gestionnaires qui n'ont pas la complexité qu'il faut pour accéder au réel. Voilà, parce que je pense que le travail, comme le pensent d'ailleurs beaucoup de chercheurs, est un mystère. Et pour comprendre ce mystère-là, les sciences de gestion ne suffisent pas. Donc il faut ce que j'appelle une diplomatie des disciplines, c'est-à-dire mettre en relation, faire dialoguer un certain nombre de disciplines qui sont à même de comprendre tel ou tel aspect de l'action collective, de l'action collective, du travail, etc. Donc voilà, moi je suis vraiment quelqu'un qui prône ce dialogue entre les disciplines. Je ne parle pas d'hybridation des compétences ou des disciplines, je parle de diplomatie des disciplines pour vraiment faire de telle sorte que la complexité du réel soit appréhendée par différents points de vue et que ce dialogue-là se fasse dans le respect des différences, bien sûr, entre chaque discipline. Voilà, donc c'est dans cette optique-là que j'ai créé ce cabinet il y a quelques temps. Et puis tu parles de travail réel et de travail prescrit, il y a un grand fossé entre les deux, ce serait peut-être pour ça qu'il y aurait de la souffrance, non? Je sais pas. Le fossé est dû à beaucoup de choses, c'est-à-dire que le management tel qu'il est appris dans les livres de management, tel qu'il est appris dans les écoles de commerce, part du postulat en filigrane que savoir c'est pouvoir, réussir c'est comprendre, le réel c'est ce qui se répète, ce qui est totalement faux. Voilà, donc partie de ce postulat-là, il est extrêmement difficile de concevoir des outils, des approches qui prennent en compte le réel du travail. Voilà. Donc moi, je pars d'une approche un peu plus
complexe, c'est-à-dire du travail réel. Voilà. Le travail prescrit n'est pas le travail réel. Voilà. Le travail d'exécution, comme le disent les grands spécialistes, n'existe pas. Il n'y a pas un travail d'exécution. Voilà. Chaque travailleur met sa patte pour essayer de pallier les difficultés qu'il rencontre dans le réel. Et donc le prescrit ne peut pas fitter, ne peut pas être conforme avec le réel, quel que soit le métier, quel que soit le type d'activité que l'on offre. Mais tu seras à contre-courant de ce qui se dit dans les écoles de management classiques, alors, si je comprends bien. Je ne sais pas si je suis à contre-courant, je pense que je vais un peu plus loin. Voilà, le prescrit est essentiel. C'est-à-dire que dans une organisation, on a besoin de prescrit. Le prescrit, c'est ce qui permet la cohérence du tout. Voilà. Et la cohérence n'est pas la cohésion. D'accord. Et donc une organisation qui réussit, c'est une organisation qui marche sur ses deux jambes. La jambe cohérence, c'est-à-dire l'organisation comme structure, et la jambe cohésion, les liens. Voilà, l'organisation comme une dynamique humaine. Et une des difficultés que l'on a aujourd'hui, c'est qu'on résume le collectif de travail à une collection d'individus. C'est quand même factuellement fou. Et forcément, toute transformation basée sur ce postulat-là a peu de chances d'être menée à bon escient. Alors, le management, ça semble une science absconse, tortueuse, complexe, alors qu'on pourrait y voir du bon sens. Pourquoi le management, c'est tellement un sujet en ce moment ? Le management, c'est un sujet parce que c'est devenu un fait social total. Et aujourd'hui, on manage tout. On manage ses émotions, on manage sa famille, on manage son temps de travail. Et on pense que le management est neutre. Manager, c'est minimiser les coûts, maximiser les gains. Voilà. Et donc, il est assez naïf de penser que manager, c'est neutre. Et donc, d'une part, on peut manager efficacement sans manager d'une manière convenable, au fait. Donc, toute la difficulté du management est de faire coïncider l'efficacité et ce qui convient. Ce qui convient, c'est-à-dire une performance soutenable, basée sur le temps long. Et donc, aujourd'hui, il y a une vraie difficulté. On veut des résultats très vite, bien sûr. Et la meilleure manière d'avoir des résultats très vite, c'est bien sûr de penser que les individus sont des ressources qui sont capables de mettre en œuvre des stratégies X ou Z. C'est un point de vue que je ne partage pas, non pas parce que je suis humaniste, parce que tout simplement, je pense qu'une performance soutenable, c'est une performance qui permet de mettre en place une corrélation entre, bien sûr, ce besoin d'aller très loin, très vite, mais aussi la capacité des gens à se reconnaître dans ce qu'ils font. Du moment où les individus ne se reconnaissent plus dans ce qu'ils font, ça ne marche plus. Voilà. Et donc, c'est dans cette optique-là que moi, je ne suis pas disposé à penser que le management est une science. Le management n'est pas une science. Si l'on s'en réfère à Paul Valéry qui disait que la science est un ensemble de procédés et de recettes qui réussissent tout le temps, les recettes en management ne réussissent pas tout le temps et partout. Voilà. Parce que chaque entreprise est différente, le contexte est différent, il y a toujours un dialogue qui se met entre le contexte, l'individu, etc. Et donc on ne peut pas mettre en œuvre des bonnes pratiques. Pour moi, les bonnes pratiques n'existent pas. De toute façon, c'est un petit peu comme pour la médecine, c'est-à-dire qu'on reste sur des humains avec bien un grand nombre de variables, et on pourrait dire que c'est un art qui s'appuie sur une science comme pour la médecine. Complètement. C'est un art qui s'appuie sur une science, mais ce n'est pas une science en soi. Ouais. Voilà, parce qu'il y a toujours un rapport dialogique entre le contexte et l'individu. Son caractère, sa personnalité, son histoire, son genre, etc. L'histoire de l'institution aussi, l'histoire des relations entre les gens. Voilà. Et d'où, aujourd'hui, une vraie inquiétude que j'ai par rapport à l'explosion de la demande en soft skills. Voilà.
Donc, on a des tests qui évaluent les soft skills. Et qu'est-ce que tu en penses, d'ailleurs? C'est un très bon sujet. Qu'est-ce que j'en pense? Parce que ça vient de sortir du chapeau depuis il n'y a pas très longtemps, finalement. Je pense qu'il faudrait faire gaffe. Il faudrait faire gaffe parce que le postulat aujourd'hui mainstream, c'est de penser qu'on peut isoler une soft skills pour en faire quelque chose. Une soft skills from scratch, ça ne veut absolument rien dire. Voilà, toute compétence, telle qu'elle soit, ne se révèle que dans l'action. Voilà. Et donc moi, je ne pense pas comment on peut, de manière intelligente, pertinente, faire des référentiels de soft skills ou faire des outils d'évaluation des soft skills en faisant fi du réel. Je n'y crois pas. C'est comme juger le courage d'une personne au discours qu'elle tient sur le courage. Vous risquez d'être déçu. On pourra les mettre en action et puis les tester. Finalement, c'est pas le job qu'on faisait avant en utilisant des tests de personnalité dans tous les sens. En tout cas, entre guillemets, de personnalité. Ces tests de personnalité ont toujours été critiqués. Ouais. Leur pertinence a toujours été critiquée. Je pense vraiment que il y a une difficulté qui est très fondamentale. On peut réussir à faire quelque chose sans pour autant comprendre pourquoi on a réussi à le faire. Voilà. Et il arrive très souvent que lorsqu'on fait une chose, qu'on n'en ait même pas conscience. Je ne parle même pas de verbaliser ce qu'on fait, on n'en a même pas conscience. Et donc de là à postuler un référentiel, je fais quand même extrêmement gaffe. Voilà. Moi, je pense que là, on est dans une sorte de dynamique qui peut nous poser problème et puis causer des dérives. Parce qu'on peut tendre vers une sorte d'eugénisme managérial qui consisterait à éliminer des éléments dont on postulerait qu'ils ne fitteraient pas avec l'organisation. Moi, je pense que c'est un vrai risque. Il faudrait faire attention à ça, parce que les ergonomes, les psychologues du travail, etc., nous disent que une compétence ne s'exprime que dans l'action. Oui, d'autant qu'on pourrait se dire que si tu es assez mauvais dans l'utilisation d'un logiciel, on te paiera une formation avec ton compte CPF. Mais alors, s'il te manque une soft skills, qu'est-ce qu'on fait alors? Et puis surtout, ça déresponsabilise les entreprises. Parce que c'est l'autre qui a le manque aussi. Voilà. Et je pense que le vrai enjeu, c'est... Je pense que les entreprises posent une bonne question, mais elles apportent une très mauvaise réponse. Le fait de se poser la question à savoir quel type de travailleur nous voulons pour avoir une meilleure performance, c'est légitime. Cette question-là, le fait de la poser, implique que nous soyons en train de critiquer l'approche exclusive par les compétences. Depuis quelques années, on est dans une sorte de firmament de l'approche par les compétences. Voilà. Tout ce qu'on ne peut pas traduire en langage de machine, tout ce qui n'est pas actionnable ici et maintenant ne compte pas. L'objectif, c'est d'être employable. Et donc, on se rend compte qu'on est allé tellement loin dans ce type de dispositif qu'on a perdu de vue que ce qui fait un humain, c'est pas que son savoir-faire, c'est aussi son savoir-être. Et donc, on est en train de faire exactement la même chose qu'on a fait pour les compétences techniques métiers. Alors que, pour moi, je pense que le vrai soft skills, c'est la culture générale. C'est quelque chose qui ne se transforme pas en langage de machine. Voilà. Et donc, comment on fait pour réintroduire cette culture générale dans les formations? Voilà. Comment est-ce qu'on fait pour que un savoir théorique qui, a priori, pour certaines personnes, ne sert strictement à rien, puisse être intégré dans ces cursus-là? Et là, je pense à cette fameuse phrase de Walter Benjamin, qui parlait du caractère essentiel de l'inutile. On est en train de se rendre compte, malheureusement, du caractère essentiel de l'inutile, c'est-à-dire le savoir théorique, dont on disait ça sert à rien, etc. Il faut aller vers les compétences. Aujourd'hui, on arrive à la limite
de ce qu'une compétence peut donner. Mm. Et donc, étant donné que les innovations ne sont plus que descendantes, mais ascendantes, Ouais. n'importe qui peut être capable de porter une innovation, il faut des gens capables de discerner, des gens capables d'avoir un esprit critique. Critiquer, le sens étymologique, c'est discerner. Ouais. Le discernement ne s'apprend pas. Mm. Voilà, ne s'apprend pas. Par contre, on a un héritage large de milliers d'années de philosophes, de psychologues, etc., etc., qui sont capables de nous donner un savoir certes théorique, mais qui peut être mobilisé dans le cadre du travail. Voilà. Moi, je crois plus à cette faculté que l'on a à réintégrer des savoirs théoriques dans les formations que d'aller dans une course au référentiel de soft skills, etc. Ouais. Parce qu'il y a une demande, il faut la combler. Ouais. Je ne suis pas persuadé de l'intérêt technique et scientifique. Oui, et puis on parle aussi peut-être de culture qui pourrait être un peu manquante, mais ça me fait penser à l'idée que de plus en plus d'écoles déplorent qu'il y a un manque de culture générale et qu'elles décroient. Mais est-ce que ce serait pas un idéal d'imaginer qu'il faudrait des employés avec une certaine culture? Si j'étais à l'avocat du diable, je pourrais dire que ça peut devenir gênant. Donc ça, c'est une question que je me pose. Et puis cette histoire de soft skills, pour moi, ce serait comme si je ne sais pas ce que tu en penses, ce serait comme dénué de contexte en fait. C'est-à-dire que dans certains contextes, regarder à l'aune des soft skills comment la situation s'est dénouée, ça me semble dédouaner encore une fois la responsabilité de la situation dans laquelle on a mis le salarié en fait. Donc on pourrait dire il a du mal à se reposer, mais en même temps il a du mal à prendre sur lui, il a du mal à fonctionner de telle ou telle manière, mais est-ce que le contexte lui permet ça en fait? C'est même plus loin que ça, c'est-à-dire que ce culte des soft skills, des référentiels en général, traduit cette aversion à l'incertitude. Oui. Voilà. Et donc, pour lutter contre l'incertitude, on modélise, on quantifie, on fait des process, etc. Voilà. C'est extrêmement facile de faire des modélisations. Ouais. Voilà. Et donc, c'est une sorte de réassurance. Ce qui est fou, et je pense que les gens ont du mal à faire le lien, c'est que c'est cette incertitude qui crée la créativité, qui déclenche cette créativité. Et donc, on est en train de lutter contre quelque chose qu'on loue par ailleurs. Ce serait presque morbide. Oui, ce serait presque morbide de dire on va tout calculer, on va tout compter. Voilà. Et donc, le vrai sujet en entreprise, c'est la crise de la connaissance. Voilà. Moi, je pense vraiment que le vrai souci aujourd'hui dans les entreprises, ce n'est pas le manque de soft skills, etc. C'est vraiment une sorte de crise de la connaissance. Parce que pour transformer, il faut transformer avec un savoir véritable. Il faut savoir pour transformer. Voilà. Et pour savoir, il ne faut pas s'arrêter aux apparences. Voilà. Et pour ne pas s'arrêter aux apparences, il faut avoir les outils, les concepts qui vous permettent d'aller au-delà des apparences. Et donc, ces outils-là, on ne les a pas, ou en tout cas on les a moins, parce qu'on a des formations qui ne nous donnent pas ces outils. Voilà. Ceux qui sont plébiscités dans les entreprises, ce sont des formations assez classiques, et puis ces formations-là, malheureusement, dans la majorité d'entre elles, on ne leur donne pas les bons outils. Donc c'est une vraie crise de la connaissance. On ne peut pas transformer de manière soutenable une organisation si on n'a pas les bons outils pour s'approcher du réel. Je ne parle pas de bien connaître le réel, parce qu'on ne pourra jamais, parce qu'il y a toujours une distance, mais s'approcher du réel. Ouais. Mais alors, donc une bonne entreprise, ce serait celle qui saurait faire face à l'incertitude, qui serait prête à pouvoir gérer l'inattendu, en fait. Si je résume un petit peu. Une entreprise vivante, c'est une entreprise qui prend à bras le corps la cruauté du réel. Le réel est très cruel, bien sûr. On peut se bercer d'illusions, c'est beaucoup plus confortable. Voilà. Mais se réveiller, ouvrir les yeux sur la cruauté du réel, vous permet de prendre à bras le corps les enjeux, les vrais enjeux, le travail réel. Il y a quelque chose qui m'interpelle sur cette histoire de management. Les employés seraient heureux, on n'arrête pas de le dire, quand ils sont bien payés, challengés, promus, impliqués, appréciés, des évidences, quoi. Est-ce qu'on doit comprendre que les managers sont en majorité dénués d'empathie,
des êtres apsychologiques à qui on devrait inculquer ce que c'est qu'un être humain et comment le faire avancer. C'est une question que je me pose. À croire que l'humain serait donc la priorité du manager. Pourquoi je parle de ça? Parce que j'ai l'impression que plus on entend les gens souffrir en entreprise, plus il y aurait un contrebalancement où on parlerait d'humanité dans l'entreprise. Et je me suis demandé si c'était pas une sorte de label écologique des entreprises que de distiller la question de l'humain un peu partout, dans toutes les plaquettes, dans tous les catalogues, dans tous les discours officiels. Vous dites beaucoup de choses dans votre question. Je pense que la première chose qui me vient en tête, on parle beaucoup de souffrance. Ouais. La souffrance en soi, c'est pas un problème. Ouais. La souffrance devient un problème parce que c'est pathologique. Transformer la souffrance en plaisir, c'est ce qu'on souhaite tous. Mmh. Lorsqu'on a à faire face à un problème, on souffre. On réfléchit, on souffre, on essaie de trouver la solution, on souffre. Et donc, lorsqu'on a réussi à trouver la solution, il y a une sorte de plaisir. Mmh. Et donc, l'enjeu n'est pas juste de dire que les gens souffrent. Souffrir, c'est pas en soi grave. Mais il ne faut pas que la souffrance devienne un vrai problème. Mmh. Voilà. Donc, comment on fait pour transformer la souffrance en plaisir? C'est ça le vrai enjeu. Mmh. Voilà. Donc, je pense aussi qu'il ne faut pas qu'on tombe dans l'autre travers qui consiste à dire les pauvres salariés, ils souffrent tous, et etc. le méchant patronat. Méchant patron. Voilà. La souffrance, dans une entreprise, c'est normal parce que le travail, c'est une exigence sur une existence. Et puis on peut la retrouver en haut, parce que ça on oublie tout de même régulièrement de le dire. Mais... Voilà, donc bien sûr, l'enjeu d'une entreprise qui veut aller loin, qui veut transformer véritablement de manière soutenable, c'est de faire de telle sorte que la souffrance, qui est normale, ne se transforme pas en maladie et se transforme en plaisir. Il faut que la souffrance se transforme en plaisir. Donc ça, c'est le premier. L'autre aspect de votre question, c'est le fait de parler de l'humain à tout va. Ouais. Le souci, c'est que en général, lorsqu'on parle de l'humain d'abord, c'est parce qu'on le sacrifie en premier. C'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin, lorsque tout va bien, on ne parle pas de l'humain. C'est évident. Donc moi, je me méfie des discours qui consistent à magnifier l'humain. Parce que lorsqu'on le magnifie, ça veut dire qu'il n'est plus là. Il est là en tant que mot, en tant que concept, mais il n'est plus là en tant que réalité sociale. Voilà. Et donc le vrai enjeu avec les managers, c'est bien sûr, c'est pas le fait de les humaniser ou pas. Il faut traiter le travail. Le véritable souci qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on traite les individus au lieu de traiter le travail. Voilà. On cherchera un bouc émissaire, finalement. Voilà. Le malade, en général, même quand on parle de risques psychosociaux, ce n'est jamais la faute du management. C'est, en général, des problématiques par rapport au travail. Le travail ne se passe pas comme il devrait se passer. Les gens ne se reconnaissent plus dans ce qu'ils font. Les gens n'ont plus la capacité, le droit d'exprimer ce qu'ils pensent. Lorsque vous êtes un manager et que vous gérez une équipe, vous avez un certain nombre de tâches à faire. Il y a des gens qui sont beaucoup plus orientés qualité, il y a des gens qui sont orientés coût, il y a des gens qui sont orientés délai. Il faut être capable de faire dialoguer l'ensemble de ces personnes-là pour trouver des terrains d'entente, au fait. Voilà. Le compromis passe par la coopération. Il faut faire coopérer toutes ces personnes-là pour éviter que quelqu'un tire beaucoup plus la couverture à soi. Et donc ça demande vraiment de la coopération. C'est la coopération qui permet de gérer les égoïsmes naturels chez les individus. Et donc, lorsqu'on parle vraiment d'humaniser les entreprises, etc., je ne sais pas ce que ça veut dire. Il faut parler du fait de traiter le travail. Il faut traiter le travail. Aujourd'hui, le vrai enjeu,
c'est le travail. Le management est l'arbre qui cache la forêt du travail. Voilà, parce qu'on a formé des générations de travailleurs, non pas au travail, mais à la gestion des ressources humaines, à la gestion des compétences, etc. Alors que le travail en soi, il faut le comprendre. C'est quoi travailler? C'est quoi la différence entre une activité et une tâche? C'est quoi la différence entre le travail prescrit et le travail réel? C'est quoi une situation de travail? Etc. etc. Ça créera peut-être moins de conflits et moins de combats, finalement. En tout cas, ça permettra de prendre en compte la complexité du réel. Une partie, au moins. Oui, puis peut-être de se mettre côte à côte pour essayer de trouver des solutions, entre guillemets, plutôt que de chercher où est le problème chez l'autre. En général, le problème, c'est le problème. Parce qu'on ne met pas en exergue les vrais problèmes. Le problème, c'est le problème. Donc il faut être capable de trouver les vrais problèmes. Les vrais problèmes, en général, ne viennent pas des individus. Les vrais problèmes, généralement, ils viennent du travail. Voilà, ils viennent de la situation de travail. Ouais, je pense que c'est une vision quand même finalement assez systémique de se dire que l'humain n'est pas fondamentalement mauvais en soi, mais que pris dans certaines situations, avec ses interprétations, avec les limites, les difficultés dans lesquelles on le met, il peut se mettre à fonctionner d'une manière qui ne le rend pas heureux et puis qui n'aide pas non plus l'entreprise. Donc la question du contexte est toujours présente. Exactement. Foucault disait que le pouvoir, c'est un système de relations. Voilà. Vous avez beau être le mec le plus gentil du monde, mis dans un système de relations, vous pouvez être un connard. Alors donc le management, ce serait la légitimation de la force ou pas? Ce sera ma dernière question. Là. Parce que ça va bien avec Foucault. Là. Alors là, vous me posez une question extrêmement intéressante. Aujourd'hui, ce qu'on appelle le management, en tout cas le management mainstream, c'est un management par la force, voire par la ruse. Et je pense qu'il n'est pas soutenable. Management par la ruse. Management par la ruse. C'est pas mal comme expression. C'est pas mal, mais je pense que oui, très très souvent, on a soit un management par la force, un management par la ruse. Le management par la ruse n'est rien d'autre qu'un management par la force. D'accord. Vous pensez qu'à l'avenir, les choses vont aller dans quel sens? Où va le monde? Voilà. Où va le monde? Je ne risquerai pas de m'aventurer dans une projection, etc. Je dirais tout simplement que si on veut des entreprises performantes, un travail qui permet de maintenir la santé des travailleurs, il faut, et ça c'est une obligation, il faut penser le travail. Voilà. Il faut vraiment penser le travail. Et penser le travail, c'est se rendre compte que dans une organisation, il y a des dynamiques qui se jouent. Et que l'organisation comme structure, sans une organisation comme dynamique sociale, on ne va nulle part. Il faut vraiment qu'une organisation marche sur ses deux jambes. Lorsqu'on hypertrophie une des deux jambes, l'organisation se bloque. Voilà. Et donc, moi, ce que je dirais, c'est que les organisations qui vont s'en sortir dans un environnement qui est complexe, avec des enjeux de développement durable, de responsabilisation sociale des entreprises, les entreprises qui s'en sortiront, sont des entreprises qui auront compris qu'une organisation, ce n'est pas juste des structures, c'est-à-dire des procédures, des process, des modes opératoires, des systèmes d'information, mais c'est aussi des dynamiques humaines, lesquelles dynamiques ne peuvent pas être appréhendées par les mêmes outils qui appréhendent les structures. Voilà. Donc il faut vraiment qu'on ait d'autres outils, d'autres savoirs. Je pense qu'il faut ouvrir les entreprises à des consultants ambidextres qui sont capables bien sûr de travailler sur des structures, sur des projets d'optimisation des processus, etc., mais qui sont aussi capables de travailler sur le travail réel, qui sont capables de mettre en œuvre les conditions de possibilité de la coopération. Voilà, en tenant à un équilibre entre le prescrit et le réel. En tout cas, merci pour toutes ces réponses, ça a été très instructif et j'espère que ça éveillera un petit peu la réflexion auprès de plusieurs décideurs et puis également de salariés. Merci pour cette... Merci à toi, Maxime.